et à tous de m'avoir invité. Je te dis, en regardant le programme, j'étais très impressionné aussi de voir que nos collègues du Québec commençaient la réunion, enfin le congrès à 7 h du matin. Moi, j'ai la chance de n'avoir qu'une heure de décalage horaire avec la France, donc c'est un horaire un peu plus sympathique pour moi. Donc, partage d'expérience internationale. Moi, je vais vous présenter évidemment un peu ce qui se passait. Donc, je travaille, comme disait Lydia, je travaille en Angleterre. Je suis francophone, alors je ne sais pas comment ça marche à l'IUPAF, mais en tout cas, je suis invité, donc ça me fait très plaisir. Et je vais vous présenter donc mais je suis très impatient d'écouter aussi un peu les présentations des autres intervenants, parce qu'évidemment, on en est tous conscients, la Covid-19 a réorganisé, qu'on le veuille ou pas, la manière dont on travaille de manière assez dramatique. Et je pense que les partages d'expérience et les différents points de vue seront très utiles. Alors, j'interviens régulièrement dans différents pays et dans ces cas-là, je trouve particulièrement dans l'intervention précoce, c'est bien de donner un peu de contexte sur d'où on parle et comment le système s'organise, parce que comme je disais précédemment, il y a beaucoup d'équipes qui se montent en ce moment et on ne peut pas simplement transposer un modèle d'un pays à l'autre parce que ça s'intègre dans tout un système de soins, dans tout un système de soins médicaux mais aussi sociaux, et qu'il est donc important d'avoir un tout petit peu de contexte sur de quoi on parle. Donc évidemment, j'ai beaucoup parlé de l'organisation de Covid, mais juste très rapidement, donc moi je travaille à Londres comme précisé. Alors, en Angleterre, c'est des données qui viennent de Synaptics, qui est un site web qui vient d'un labo de recherche de Cambridge, qui en fait monitor et suit l'incidence de la psychose dans toute l'Angleterre, région par région et quartier par quartier. Donc là, vous avez, si vous voyez mon pointeur, ça c'est le Grand Londres en gros, donc c'est 32, l'équivalent d'arrondissement pour les Parisiens. Je ne sais pas comment on dirait en Suisse, Québec, ou peut-être l'équivalent d'un canton. C'est en gros 300 à 400 000 personnes dans chaque délinéation là, autour de Londres, avec 32 arrondissements. Donc moi, je travaille là, ça c'est le centre historique de Londres, donc la City, un quartier très particulier, mais aussi Hackney, qui est juste attenant, où vous voyez le contraste. Bon, la City, il n'y a que 3000 habitants permanents. La City, c'est 300 000 travailleurs quotidiens qui affluent chaque jour, qui affluaient chaque jour, ça a beaucoup changé aussi. Hackney, c'est pareil, c'est 300 000 habitants, mais là, permanent. Donc il y a l'incidence très, très faible dans la City, mais très importante, et tous les quartiers centre de Londres, centre-est, ont un taux d'incidence bien supérieur à la moyenne nationale de psychose, pour tout un tas de raisons. Marie-Odile ne peut pas préciser auparavant toute une interaction épigénétique environnement, donc on ne s'attardera pas là-dessus. Mais pour dire qu'il y a du travail, on n'est pas à Hackney en particulier, et le quartier, l'incidence la plus forte d'Angleterre en psychose. À nouveau pour tout un tas de raisons, notamment déjà c'est un quartier très jeune, 25% des habitants ont moins de 20 ans, très divers et très pauvre. C'était il y a 10 ans le second quartier le plus pauvre, enfin l'arrondissement ou l'entité administrative la plus pauvre d'Angleterre. Ça change très vite et beaucoup, parce que maintenant c'est le 11e. Mais ça reste et ça va être important pour la suite et comment Covid a affecté particulièrement là où je travaille. C'est très divers au niveau ethnique. En Angleterre, on a le droit de faire des statistiques d'ethnicité. Et on sait aussi, par exemple, les langues principales. Donc, dans Hackney, il y a la langue principale, la langue primaire parlée au sein de la maison. Il y a plus de 90 langages différents qui sont la langue principale des familles dans le quartier. Et donc, on voit tout de suite le lien, évidemment, avec Covid, qui affecte, on le sait, plus fortement les minorités ethniques et les personnes plus défavorisées. Il y a très probablement un lien, d'ailleurs, entre ces deux éléments. Donc, ça, c'est juste vraiment pour le contexte où je travaille. Les soins qu'on délivre, alors il y a deux parts. Il y a l'intervention précoce dans les premiers épisodes psychotiques.
Donc là, bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qui se passe. Mais bon, c'est tout ce qui est recommandé, tout ce qui est evidence-based, tout ce qui a un niveau de preuve suffisant, donc tester dans la psychose, intervention familiale, etc., mais aussi soutien aux emplois, soutien aux études, avec pareil, des membres de mon équipe qui sont spécialisés là-dedans, dans leur boulot, et par exemple d'offrir des interventions pour aider les patients à retrouver du travail et à se maintenir dans l'emploi, s'ils en ont déjà un ou s'ils n'en ont pas encore. Et pareil au niveau éducatif, quel que soit le niveau d'éducation, ça peut être aller retourner à l'université comme simplement apprendre l'anglais. Et puis hygiène de vie, soutien aux familles en association, des interventions plus spécifiques à nouveau. Et puis la partie médicamenteuse et médicale, avec également beaucoup de screening, beaucoup de repérage de diabète, de dyslipidémie, etc. Voilà, donc c'est un package un peu complet. Donc, puis on a aussi un petit service de détection précoce, Heads Up, qui là, on se tourne vers les cliniquement très haut risque de développer la psychose. Donc pareil, c'est ce que Marie-Odile le présentait juste avant. Donc c'est les stades prodromaux, en gros. C'est relativement similaire, un peu moins ce qu'on développe est moins complet que après premier épisode, notamment, mais il y a beaucoup moins de médicaments, par exemple. Mais c'est le même esprit. Alors maintenant, retour d'expérience, première vague. Mars, Covid arrive, qu'est-ce qui se passe? Le système est complètement chamboulé et comment est-ce qu'on s'est réorganisé? Alors bon, là, ce sur quoi on n'avait évidemment pas de possibilité d'influence, c'est les médecins généralistes, par exemple, qui sont notre première source pour nous adresser des patients. Eh ben, à l'époque, hein, quand on essaye de se rappeler ce qui se passait tous en mars 2020, c'est presque difficile parce que les choses ont tellement changé et au début c'était tellement balbutiant et aussi il y avait beaucoup d'outils qu'on n'avait pas que c'est difficile de se remettre complètement en l'état d'esprit dans lequel on était. Mais certainement, et bon, ça a repris un peu, mais pas complètement. Les médecins généralistes ont arrêté de faire des consultations. Alors j'ai mis présentiel. Je ne sais pas comment on dit en francophonie, c'est face-to-face en anglais, mais face à face. Mais je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire. Ça, c'est quasiment complètement arrêté. Les médecins généralistes, les médecins de famille, fallait vraiment passer une succession d'étapes, être vraiment très, 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 très malade pour le médecin traitant. Et du coup, en fait, c'était soit les ambulanciers, soit les urgences qui géraient. Mais sinon, tout se faisait principalement, il faut le dire, par téléphone. Alors, ça a évidemment eu un impact majeur sur les systèmes de soins en général. Donc, ça, c'est des données Angleterre complètes. C'est très simple, hein, c'est le ratio, le pourcentage de patients qui sont adressés par primary care, donc c'est les médecins généralistes en général, et puis d'autres sources. Alors, ça peut être d'autres collègues, ça peut être des psychologues, ça peut être l'urgence, ça peut être un hospitalier, etc. Donc, on voit qu'en 2019, c'était en gros à peu près 40%, donc ce qui en cumulé représente le plus grand nombre par rapport aux autres petits bouts d'autres institutions ou personnes qui nous réfèrent des patients. Et évidemment, en avril, ça a complètement chuté à l'échelle d'un système. Hein, c'est vraiment un changement dramatique. Puis ça a repris doucement, mais on voit en septembre encore, on n'est pas au niveau, on en est proche, mais on n'est pas au niveau où on était en termes de nous adresser des patients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des patients, je pense que l'incidence de psychose n'a pas brutalement diminué, donc il y a des patients simplement qui ne nous ont pas été adressés, qu'on n'a pas vus. Je me permets de vous interrompre, il vous reste 5 minutes. D'accord, merci. Deuxième chose, c'est les hôpitaux et tous les lieux de soins ont été divisés en zones dites chaudes et froides. Chaudes pour pouvoir accueillir les patients suspectés ou confirmés d'avoir Covid, si jamais il y avait besoin et qu'on ne pouvait pas décaler de 15 jours de voir les patients. Et froides, les patients qui sont a priori pas suspectés. Et surtout le système sous une énorme contrainte, comme dans beaucoup de pays où les services de réa étaient proches de la rupture. Alors, en Angleterre, ils ont organisé pour l'anecdote, mais un hôpital de 4000 lits dans un centre près de là où je travaille d'ailleurs. Alors, vous voyez, c'est un palais des congrès, hein, c'est comme, qui peut être utilisé pour plein de différents congrès et autres.
où vous imaginez, où il pourrait y avoir un congrès de l'IEPA un jour, ils l'ont transformé en un énorme hôpital de réa où ils ont eu 60 patients au final, donc les hôpitaux ont tenu, si vous voulez. Donc il n'y a pas eu besoin de cet immense hôpital de 4000 lits qui était prêt. Il y a eu très peu, ils ont eu besoin de transférer très peu de patients, mais les services de réa, par contre, eux, étaient vraiment sous intense pression et ont réussi à tenir sans avoir besoin de se reporter sur cet hôpital. Mais grande manœuvre pour maintenir du coup en psychiatrie les patients en ambulatoire, parce qu'il y avait on ne savait pas ce qui allait se passer, donc ils pensaient que peut-être que nos hôpitaux allaient être réquisitionnés aussi, pour si on avait besoin d'avoir un service, par exemple, alors pas tous nos services, mais si on a 100 lits, est-ce que 20, 25 vont pas être réquisitionnés pour aussi accueillir des patients Covid? Donc, on a essayé de vider l'hôpital autant que possible. C'était une première raison. Ça s'est pas passé, mais c'était une première raison. La deuxième, c'est qu'on était très inquiets aussi que nos staffs allaient devoir s'isoler régulièrement parce qu'ils étaient suspectés, vous avez Covid, etc. Et qu'on avait donc moins de personnel. Et on a fermé un service, donc à peu près 20% de notre capacité de lit. Et donc, on a dû maintenir des patients qu'habituellement, on ne voyait pas en ambulatoire, continuer en ambulatoire. On a raté les réunions. Toutes réunions managériales et autres sont arrêtées, sauf les réunions absolument indispensables cliniques, et elles sont toutes passées en ligne. Le problème, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas, tout le monde n'était pas, personne d'ailleurs, avait l'habitude d'utiliser Zoom à des fins professionnelles, enfin Zoom ou équivalent aujourd'hui, on est sur Zoom, ou Teams ou peu importe, WebEx. Donc ça crée des problèmes, des nécessités de formation. Et puis de mettre en place aussi le travail à domicile. Alors soit pour les gens qui ont des symptômes Covid, mais qui peuvent continuer à travailler, qui ne sont pas trop malades, qui seraient venus, qui ont juste une petite toux, et travailler à domicile aussi pour limiter le nombre de personnes qui viennent au bureau, si c'est possible évidemment. Alors à l'hôpital, c'est pas possible, mais dans les centres de consultation ambulatoires, c'était possible, et développer massivement les consultations à distance. Donc ça s'est reflété à nouveau, c'est au niveau national. Le pourcentage, le ratio à nouveau de face à face et distanciel. Et vous voyez que dramatiquement, à nouveau, alors là, c'est encore plus marqué, le pourcentage de patients avec qui a eu des contacts, mais qui n'étaient pas en face à face, qui étaient alors 95% de ces contacts en fait à distance étaient par téléphone. La vidéoconférence, il y a beaucoup de battage autour de ça, mais même dans un système où il y a eu des outils qui ont été fournis, etc., en fait, ça représentait en gros en moyenne 5% des consultations à la vidéo. C'est compliqué à mettre en place. Moi, je suis très, très enthousiaste. J'essaye de le faire autant que possible, et j'en fais sans doute plus que la moyenne. Mais c'est pas si simple. Et alors, c'est là où ça revient que c'était important ce que je disais en termes de niveau de pauvreté, de diversité, c'est que c'est plutôt les jeunes. Alors ça, c'est bon pour nous en intervention précoce, parce qu'on voit plutôt des jeunes, évidemment. Il y a plus souvent des consultations à distance et encore plus en vidéo, mais aussi le niveau de pauvreté. Dans les quartiers, notamment, c'est le niveau qu'on a pu voir, les quartiers plus favorisés en général, ça c'était une collaboration avec les équipes du sud de Londres. Plus le niveau de pauvreté est élevé, plus c'est difficile de faire la vidéoconsultation, parce que les gens n'ont pas le matériel, ou parce qu'ils n'ont pas une bonne connexion, ou parce que ça ne marche pas. On a trié nos patients en fonction des races cliniques, mais aussi Covid, parce que les vulnérables qui sortent pas de chez eux, qui ont un épisode psychotique, qui vont avoir du mal à aller acheter ou à se faire livrer, etc. Enfin, toutes ces choses qui devenaient beaucoup plus compliquées. On a raté tout ce qui est performance, le NHS, le système anglais aime beaucoup les objectifs, etc. Donc tout ça a été mis en suspens. Ils ne pensaient pas à ça, à envoyer les patients. Puis bon, alors on a changé les équipes, ça nous a beaucoup affecté. Du fait de manque de personnel, de personnes qui devaient s'isoler et tout ça, on a dû vraiment réaffecter et bouger les personnels d'une équipe à l'autre, etc., etc. Alors positif, on a eu ce personal health budget. Les patients en Angleterre peuvent avoir un budget de santé personnelle où ils décident en fait un petit investissement et on a mis en place un système où les gens pouvaient avoir accès à un smartphone. Justement, pour tout un tas de raisons, pas seulement pour les vidéoconsultations, mais pour la vie au quotidien. Donc des gens qui vraiment avaient aucun moyen, pas de recours, qui n'avaient vraiment pas du tout d'argent, pouvaient avoir quand même un smartphone. Et ça a très 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 bien marché.
Les leçons de la première vague. On s'est rendu compte que les patients qui étaient en logement précaire, c'était beaucoup plus compliqué pour eux, encore plus, parce que souvent ils étaient isolés parce qu'ils peuvent être placés n'importe où dans Londres à ce moment-là. Et du coup, ça cassait encore plus le système de soutien qui déjà est bien souvent déjà le précaire, mais alors en plus l'isolement loin de la famille, c'était compliqué. Et puis bon, j'ai parlé des pertes de chance au long terme, hein, les patients qui ne nous ont pas été adressés alors qu'ils sont arrivés un peu plus tard. Mais bon, plus tard, ça veut dire moins bon pronostic. Et puis au niveau des équipes aussi, très important, l'importance de la communication, d'expliquer ce qui se passe, et ça c'est très compliqué, et d'engager les équipes, même si on n'a pas le temps. Parce que quand on est en crise, bon, faut prendre des décisions, il faut les prendre vite, il faut réorganiser. Et ça, on l'a payé très 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 cher. Les équipes, ça a été vraiment, toutes nos équipes ont été vraiment très déstabilisées pendant cette première vague. C'est la blague classique, encore une réunion qui aurait pu être remplacée par un email de 3 lignes, ça c'est classique. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était souvent pas vrai. Les gens ont besoin de s'asseoir autour d'une table et de parler, même si au total, c'est un peu des palabres et peut-être c'est pas complètement indispensable d'un point de vue pratique, d'un point de vue émotionnel. Pour les équipes aussi, c'est important d'avoir un espace pour pouvoir discuter. Et aussi, bon, ça c'est tout on a vu que tout le monde n'était pas au même stade. Moi, je suis très enthousiaste, par exemple, faire de la vidéoconférence, mais il y a évidemment de collègues qui l'étaient beaucoup moins. Et donc, se rendre compte qu'on ne pouvait pas faire une solution qui marche pour tout le monde, bien entendu pour nos patients, mais aussi pour nos équipes. Et donc, accompagner et engager avec les gens qui ont beaucoup plus de mal avec ces changements en fonction de leurs circonstances personnelles. C'est pas facile de travailler à domicile quand on a une famille nombreuse, qu'il y a des bébés à la maison, etc. Ce qu'on a fait pour la deuxième vague, alors je vais essayer d'être très bref, on a essayé de réorganiser, de clarifier notre offre. Une fois maintenant qu'on était un peu plus retombé sur nos pieds, qu'on savait que la deuxième vague arrivait, en août, on a vraiment rencontré toutes les équipes, on dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire et sous quelle modalité, qu'est-ce qu'on fait à distance, qu'est-ce qu'on fait en présentiel, pour que le système sache un peu à quoi s'attendre, y compris évidemment les patients. Du coup, on a formulé des recommandations, comment choisir. Est-ce que c'est plus approprié de faire un téléphone, de faire une vidéo, de faire. Alors, c'est des guidelines, hein, évidemment, c'est pas opposable, mais ça a soutenu les équipes un peu à se sentir moins laissées pour compte, dire bah, alors maintenant, on voit les patients, on les voit pas, qu'est-ce qu'on fait? En termes de communication, on a fait beaucoup ça s'appelle des huddles, donc des réunions très brèves. Alors ça peut être journalière au sein d'une équipe, pour plusieurs équipes hebdomadaires, pour que l'information circule et qu'elle puisse circuler dans les deux sens beaucoup plus vite. Ça a été très utile, les gens ont beaucoup apprécié. J'ai mentionné des masques, c'est vrai, la première vague, je me rappelle, on a eu 8 masques qui étaient arrivés dans nos bureaux, 5 avaient disparu après une demi-heure. Hein. Alors c'est révoltant, évidemment, mais bon, c'était comme ça. Alors qu'évidemment, maintenant, on a des masques. Hein. Les cours reprennent aussi, alors ça impacte, moi je suis très inquiet pour les étudiants en médecine, hein, l'expérience qu'ils vont avoir, tout leur placement hospitalier, le temps qu'ils passaient avec des patients à s'entraîner, à faire apprendre une histoire clinique, etc. Ça c'est beaucoup plus limité pour eux, mais bon, ça a repris, mais quasiment tout est en distanciel. Et maintenant, au niveau staff, on a accès à des tests rapides aussi 2 fois par semaine, des tests antigéniques, pour détecter ceux qui sont non symptomatiques, mais potentiellement porteurs. En conclusion, l'important, une des choses que moi certainement j'ai appris, c'est garder l'espace de réflexion, parce qu'on s'est mis en mode crise, et sans doute on a péché par un manque d'espace pour de temps en temps faire une pause et réfléchir un peu à ce qu'on faisait. L'importance de communiquer en crise, et puis surtout, alors ça je n'ai pas beaucoup parlé, mais bon, vous avez vu, on a essayé d'apprendre de la première vague, mais ça, on essaie de le faire dès le début, mettre en place les systèmes et les organisations qui puissent en permanence apprendre de leurs erreurs et apprendre de ce qui ne marche pas, développer ce qui marche, pour pouvoir continuer autant que faire se peut. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais j'en ai fini avec ma présentation. Non, c'est bon, merci beaucoup. Je vais juste peut-être revenir sur les questions. Enfin, j'ai une question notamment. Alors, les smartphones suscitent beaucoup d'intérêt et d'engouement. Et David Olivier pose la question donc sur l'utilisation des smartphones, pour quels patients en particulier, payés par qui, les gens les ont-ils bien utilisés ou revendus aussi vite?
Alors ouais, je ne l'ai pas précisé, mais c'est bien qu'il y ait une question, merci. Donc pour quel patient en particulier, quiconque on se la demande, en gros, on n'a pas filtré. Ce n'était pas notre argent, c'est un système qui existe en Angleterre, alors qui était piloté un peu plus là où je travaille. Comme je suis passé très vite, donc je peux développer un tout petit peu. C'est ce qu'on appelle les Personal Health Budgets, les budgets personnels de santé, où chaque patient a droit, si vous voulez, alors c'est sous tout un tas de conditions, mais enfin, a accès à un petit budget personnel qui peut être sans, alors je vais parler en livres parce que bon, de toute façon, il y a plusieurs, en livres, mais ça peut être 1000, 1500 livres pour acheter quelque chose qui va soutenir leur établissement. Alors, ça peut être, par exemple, ils veulent retourner à la fac ou ils veulent apprendre les maths et ils ont besoin d'un ordinateur portable. Et donc, ce budget-là, en fait, un système, c'est pas moi qui l'ai développé du tout, hein, mais on a eu accès à un système où ils se sont dit, bon, les gens vont avoir besoin de smartphones. On a beaucoup de gens qui sont sans domicile ou avec comme je dis, avec des logements très précaires, qui ont du mal à accéder à des financements et autres pour simplement, ne serait-ce que pour vivre. Donc encore plus avoir un smartphone, c'est très compliqué. Et du coup, utilisant en fait ces budgets-là pour avoir un système direct en fait, où c'était très très simple, il suffit de remplir un formulaire et dans la semaine, les gens avaient un smartphone. Ils venaient le chercher, ils avaient leur smartphone. Donc c'est payé par le système de santé, en gros. Et les gens l'ont bien utilisé. Ouais, c'est le truc classique. Est-ce que les gens ne vont pas le revendre, machin, etc. C'est complètement anecdotique. L'immense majorité des gens très très marginalisés. Hein, c'était pas des gens particulièrement des beaux quartiers, des gens vraiment qui avaient peu de ressources, qui ont gardé leur smartphone, qui l'ont toujours. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, je propose que nous passions à la discussion sur le partage d'expérience en francophonie. Je laisse la parole à Vincent Bonarel. Monsieur Bonarel, oui. Et je tiens à préciser que je note les questions qui arrivent sur le chat et les poserai à la fin du partage d'expérience. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, on vous entend bien, monsieur, mais l'écran que vous partagez présentement, c'est l'écran Zoom. Ce n'est pas votre présentation. Voilà. Donc, moi, je voulais vous présenter l'adaptation du programme type, donc le programme d'intervention précoce du CHU vaudois, donc à Lausanne, en Suisse. J'ai focalisé mon propos principalement sur la période de confinement, mars-avril 2020. Excusez-moi, oui. Est-ce que c'est possible d'allumer votre caméra, s'il vous plaît? On peut vous voir? Oui. Merci. Est-ce que ça joue pour vous maintenant? Mais là, on voit de nouveau l'écran du Zoom. Là. Voilà, mais du coup, je ne sais pas si je vais arriver à voir à la fois la vidéo et les médias. Mais... Oui, c'est très bien comme ça fonctionne bien. C'est bon? Il y a les deux? Oui. Parfait. Donc oui, donc je disais que j'avais focalisé principalement sur la période de confinement, donc de mars à avril 2020, et donc sur notre programme à nous d'intervention précoce. Donc en Suisse, le contexte épidémique a été sensiblement le même que avec 2 semaines de retard qu'avec le nord de l'Italie et l'est de la France, avec une vague assez importante que vous voyez là, qu'on a pu délimiter entre une période allant en gros du 28 février avec une ordonnance de limitation des rassemblements jusqu'au 27 avril où il y a eu un premier déconfinement. Donc, pendant cette période-là,
les écoles étaient fermées, il y avait une recommandation de télétravail pour la majeure partie des travailleurs, l'ensemble des commerces ont été fermés aussi, en dehors des commerces de première nécessité, tous les loisirs ont été supprimés. Donc c'était sensiblement une application qui était similaire à la norme européenne. Donc là, c'est pour vous situer un petit peu où se trouve Lausanne, donc dans le canton de Vaud, donc dans l'ouest de la Suisse, au milieu du lac Léman. Donc on travaille dans un bassin de population, le canton de Vaud, qui est à peu près de 680 000 habitants, avec une population au sein du secteur centre, qui est donc celui où est le programme type actuellement, de 260 000 habitants. Donc c'est un programme de suivi intensif que vous connaissez, j'imagine, pour la majeure partie d'entre vous, grâce au travail assidu du professeur Conus de le diffuser à l'international. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, donc je précise un petit peu notre effectif. Donc on s'occupe de patients pendant 3 ans, avec une équipe de 7 case managers, de 3 médecins, de 3 psychologues, dont une intégralement dévouée à la recherche. On a à peu près 50 à 60 nouveaux cas par an. On a une cohorte d'environ 150 patients activement suivis, et depuis le début du programme, on arrive à 780 patients inclus depuis 2004. Et donc ce programme, il se situe au centre-ville de la ville de Lausanne, donc dans ce qu'on appelle la consultation de Chaudron, que vous avez en photo là sur l'écran. Et c'est en fait un centre de consultation qui reçoit l'ensemble des patients du secteur centre, donc de ce bassin de 260 000 habitants. Pour les Français, ça correspond à un centre médico-psychologique avec uniquement des activités ambulatoires, et qui ont chacune leur pendant hospitalier sur l'hôpital principal de Seri. Et donc au sein de cette consultation se trouve aussi un service d'accueil d'intervention brève pour les patients non connus, et des suivis principalement pour les patients qui ont des troubles de la personnalité, troubles de l'humeur, et puis les patients qui ont une psychose, enfin un trouble du spectre chronique. Ainsi qu'une unité de réhabilitation dans laquelle se trouve un service de soins intensifs dans le milieu, c'est-à-dire une équipe mobile de soins assertifs et proactifs dans le milieu. Donc ça fait quand même un nombre de collaborateurs qui avoisine les 100 collaborateurs. Et donc c'est quand même une grosse structure qui en fait a dû se réorganiser dans son ensemble pour arriver à contenir cette première vague. Et donc je vais vous décrire un petit peu comment le programme type, qui est une toute petite unité finalement au sein de cette grosse structure, a réussi à s'intégrer avec cette plus grosse structure. Donc le principe juste du programme type, c'est que donc là au milieu vous voyez la trajectoire classique des patients qui nous sont adressés, donc des familles, des généralistes, des psychiatres institutionnels, le département de psychiatrie, qui nous adresse des patients avec un suivi de 3 ans. Et en fait, donc on est accolé à une unité hospitalière qui a continué à fonctionner pendant la crise Covid. Et aussi, du coup, on fonctionne en collaboration très, très étroite avec cette équipe mobile de soins intensifs dans le milieu, donc le CIM. Et finalement, ce qui a été décidé au niveau du département de psychiatrie, c'est un petit peu de garder ces deux principes-là pour les activités dites essentielles, c'est-à-dire renforcer le suivi intensif dans le milieu, et puis garder un case management le plus étroit possible pour des patients priorisés, tout en diminuant au maximum toutes les activités qui n'étaient pas absolument nécessaires pour les patients qui étaient jugés stables. Donc, je vais vous détailler un petit peu ça par la suite.
Donc voilà, les activités cliniques non essentielles ont été supprimées et la restructuration donc autour de une équipe minimale de crise et une équipe de psychiatrie mobile renforcée. Donc l'équipe minimale de crise sur place. Docteur en fait, Bonaret, oui. Il vous reste déjà 1 minute seulement. Ah, très bien. Okay. Tous les soignants de la consultation devaient y participer. Le triage des patients connus ou perdus de vue, elle réalisait le triage des patients connus ou perdus de vue qui se présentaient spontanément. Elle traitait les urgences des patients connus et elle réalisait le travail absolument nécessaire comme les traitements injectables à libération prolongée, les bilans biologiques de lithémie et de NFP, la remise du traitement en semainier et l'évaluation clinique des patients fragiles qui demandaient un suivi. L'unité mobile de psychiatrie renforcée, donc elle était faite sur la base du CIM et puis d'autres collaborateurs de l'ensemble de la consultation se sont greffés. Et il y avait aussi une supervision quotidienne pour l'ensemble des autres unités de la consultation de Chaudron, des situations difficiles qui finalement a fait qu'il n'y a pas forcément eu besoin d'énormément d'interventions en plus au domicile. Et son principe, c'était par contre de renforcer les consultations à domicile si nécessaire, s'il manquait un soignant sur place. Donc le programme type a participé à cette équipe minimale et on s'est réorganisé avec une diminution des temps de colloque, mais qu'on a maintenu quand même de manière hebdomadaire. On avait une activité de télétravail à 80% avec une mobilité assurée dans les 30 minutes. Il y a eu une forte majoration des échanges téléphoniques plutôt directs qui ont permis de répondre de manière très efficace et rapide aux situations de crise aiguë et subaiguë. Et on a réalisé une stratification de la cohorte en profil de besoin. Donc, des patients à risque de décompensation qui, eux, avaient toujours leur suivi de manière très, très aiguë. Des patients dont les activités en présence devaient être maintenues, mais simplement par l'équipe minimale installée. Et puis, les patients stables en visioconférence qui ont représenté jusqu'à 80% des situations et qui se sont très bien passées avec une majoration des échanges téléphoniques pour une durée un petit peu plus courte, mais avec une bonne stabilité. Sur le plan des résultats, je vais aller vite parce que j'ai dépassé, mais on a montré que en tout cas, il n'y a pas eu de patients hospitalisés en plus par rapport à l'année dernière. Donc, la période mars-avril 2019, il y avait 8 hospitalisations. On n'en a eu que 7 sur cette période, comparé aux 2 de septembre 2019. Et ce qui est important à retenir de cette diapositive, c'est que la clinique était stable sur l'ensemble des patients qui ont été évalués sur le plan positif de désorganisation et dépressif. Et on a même réussi à maintenir l'amélioration constatée 6 mois avant pendant cette période. Voilà, j'ai terminé. Je voulais juste conclure en disant que, en tout cas, dans cette période-là, le modèle du case management a permis d'encaisser de manière très satisfaisante cette crise et me semble être la bonne formule pour, en tout cas, en termes d'adaptation progressive des équipes. Je vous remercie de votre attention. Je suis disposé à répondre à quelques questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Alors, les questions se feront à la fin de la session. Il y en a quelques-unes, effectivement. Et j'invite Frédéric Esbert à nous exposer le point de vue français. Merci. Bonjour à tous. Alors, il faut que je puisse partager mon écran. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà. Bien, donc je vais essayer de vous dresser un portrait de la réaction au Covid dans l'intervention précoce, enfin dans les services de psychiatrie en général et en intervention précoce en particulier, en basant surtout sur ce qui s'est passé sur la première vague, qui a été vraiment la plus marquante pour nous. Alors déjà, peut-être pour commencer un peu le contexte général, hein, donc à partir de mars, comme vous
le savez, vraiment, l'Europe est devenue à une position centrale dans l'épidémie, dans les différents pays, et ça a été déjà évoqué pour la Suisse et l'Angleterre. Voilà, il y a eu une inquiétude importante et puis des mesures restrictives de confinement. Alors, ce qui circulait beaucoup en France, là, c'est des modèles de dissémination épidémique, comme ici le modèle de Ferguson, avec l'idée que si on ne faisait rien, la situation allait être absolument catastrophique avec des centaines de milliers de morts. Et le message était d'aplatir la courbe pour finalement que notre système de santé soit capable de répondre à l'épidémie. Donc le 16 mars, notre président a prononcé un discours avec des mots assez chocs, hein. Affiché ici, nous sommes en guerre, c'était vraiment le message qui était porté à ce moment-là, avec dans les premières phases vraiment une réponse qui a été concentrée sur l'hospitalisation, avec l'idée d'à tout prix réduire les contacts en intra-hospitalier, de faire des circuits particuliers pour les patients avec troubles psychiatriques et infectés par le Covid. Vraiment, dans les premiers jours, c'était quelque chose de très central. C'était un petit peu difficile de mettre en avant la question de l'ambulatoire. Les consignes nationales sont venues un petit peu plus tard. Alors, assez rapidement, dans les premiers jours du confinement, il y a eu toute une série de messages, d'enquêtes, de discours médiatiques. Là, je cite mon collègue Nicolas Franck qui a beaucoup œuvré pour ça. On a aussi lancé des enquêtes sur la santé mentale pendant la période Covid, mettant en avant qu'il y avait aussi une urgence à être accessible pour les patients et en particulier les nouveaux patients. Donc, c'est au bout de quelques jours, une semaine, qu'on commençait des messages un petit peu plus spécifiques avec des recommandations sous forme de fiches action par notre ministère de la Santé et avec un focus sur l'ambulatoire. D'autant que l'idée, c'était de limiter le brassage en intra-hospitalier, donc limiter l'hospitalisation, ce qui imposait d'avoir un fort dispositif ambulatoire. Donc, les recommandations, c'était de mettre en place un dispositif de suivi de file active, qu'il n'y ait pas de patients perdus de vue, de savoir finalement qui avait des besoins importants. Donc, on nous a vraiment demandé de nous organiser par rapport à ça, avec notamment des outils de gestion de cohortes bien structurés. Sécuriser les sorties d'hospitalisation, puisqu'il fallait faire finalement un recours minimal, donc faire sortir assez rapidement les patients. L'idée, ce n'était pas de les laisser derrière sans solution. Donc, l'idée, c'était d'avoir des contacts rapides, une organisation de tout le système de prescription, parce qu'à un moment, c'était assez compliqué de se rendre en pharmacie. Ça a été aussi compliqué de rencontrer un médecin pour faire des ordonnances. L'idée était aussi d'accueillir et d'orienter les nouvelles demandes pour éviter les passages aux urgences, beaucoup de téléconsultations, mais aussi il nous a été demandé de maintenir des accueils en présentiel, y compris des premiers accueils. L'organisation des prises en charge, ça a été beaucoup la question de alterner présentiel et téléconsultation. Il n'était pas question de passer exclusivement en téléconsultation, mais d'identifier les patients avec un certain niveau de risque pour justement répartir qui avait besoin de consultation en face à face ou en téléconsultation. Voilà, ça a été un petit peu compliqué parce que les soignants n'avaient pas forcément l'habitude, mais il y a toute une série de plateformes d'outils de téléconsultation qui ont été développés et donc des systèmes un peu hybrides d'alternance rendez-vous présentiel et en téléconsulte. Et ainsi, il était demandé aussi d'organiser un soutien aux aidants. Donc, il y a eu toute une série d'initiatives. Alors, je vais vous citer quelques-unes qui ont été faites sur notre hôpital, qui sont vraiment un peu représentatives d'autres initiatives. Frédéric, oui. 2 minutes. Okay. Donc, il y a eu une plateforme d'aide aux professionnels. Il y a eu également des plateformes d'aide aux aidants, une plateforme d'accueil des premières demandes sur des plages horaires assez élargies, donc qui ont été très sollicitées
pendant la crise Covid. Et sur la question de premier épisode, alors on s'est un peu adapté sans directive spécifique nationale, mais on a maintenu le dispositif d'intervention précoce. On l'a même étendu pour une partie du territoire, puisque finalement, sur notre hôpital, il y avait une partie qui était non couverte par l'intervention précoce, et on s'est rendu compte combien c'était très important de pouvoir très rapidement avoir accès à un case manager. On a mis en place un plateau de téléconsultation pour les situations compliquées, des visites à domicile, et toute une série d'outils de gestion clinique ont été et d'outils d'autogestion en termes de stress ont été organisés, notamment avec le centre ressources en réhabilitation. Donc, je vais conclure assez directement, voilà, sur il y a l'idée que finalement du terrain sont venues toute une série d'enquêtes, de consultations des acteurs dans la presse, avec vraiment une prise de conscience de l'importance du Covid sur la santé mentale, ce qui a permis assez rapidement de redéfinir les priorités et de pointer l'importance des nouvelles prises en charge, l'importance de l'ambulatoire, avec une demande d'utiliser des outils formalisés, d'être proactif. Donc, on n'avait pas de cahier des charges national sur la question de l'intervention précoce, mais finalement, de nombreuses initiatives locales qui se sont appuyées sur les directives, sur l'ambulatoire en général en psychiatrie. Je vous remercie, puis je serai disponible tout à l'heure pour répondre à d'éventuelles questions. Merci beaucoup. Je passe donc la parole à Nicolas Girard. Bonjour tout le monde. Je vais activer ma caméra. Ah, elle est déjà activée. C'est bon, j'ai de l'avance. Donc, bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Nicolas Girard, travailleur social, conseiller au Centre national d'excellence en santé mentale pour le volet premier épisode psychotique. Le Centre national qui est une branche de cliniciens du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, le mandat du Centre national, avant et après la pandémie, est de soutenir et accompagner les gestionnaires d'établissements, les chefs d'équipe, les médecins dans l'implantation et l'amélioration des pratiques innovatrices, donc en l'occurrence de premier épisode psychotique, de faire des visites d'appréciation des équipes. Ça s'appuie au Québec sur le cadre des références pour les cliniques de premier épisode psychotique du ministère de la Santé. Et aussi, à titre d'exemple, avant la pandémie, on donnait une formation de 2 jours pour les nouveaux professionnels directement dans les milieux hospitaliers. En mars 2020, donc au début de la pandémie, il est certain que les cliniques de premier épisode étaient en lien direct, étroit avec leur direction des milieux hospitaliers, mais peu entre cliniques. Le Centre national, eux, avait des échanges à fréquence très variable avec les milieux, avec les cliniques de premier épisode psychotique. Les cliniques au Québec, en mars, début avril, ont vu leur offre de services modifiée. Les prises en charge ont été maintenues, mais ils devaient entre autres informer les usagers des nouvelles mesures sanitaires, éviter les hospitalisations comme d'habitude, mais peut-être sûrement davantage en augmentant entre autres les rencontres dans la communauté. Il y a eu suspension des groupes, mise en place du télétravail et des soins virtuels. Du côté du Centre national, de concert avec le ministère de la Santé, nous avions le désir de maintenir le support et être en lien avec les cliniques de premier épisode psychotique pour bien comprendre la réalité sur le terrain. Les conseillers du Centre national ont décidé de collaborer de manière plus rapprochée entre cliniciens des équipes de proximité pour l'ensemble des activités durant le confinement. L'objectif étant de mettre en commun les embûches, mais les initiatives porteuses aussi dans les équipes de proximité, puis favoriser un meilleur arrimage dans l'éventualité que certaines équipes de proximité soient disséminées, ce qui s'est d'ailleurs passé pour des équipes saines. Ici, je vous présente rapidement les outils de communication de base qui étaient présents. La santé publique a développé beaucoup de fiches, beaucoup de fiches pour les consignes sanitaires. On a collaboré au Centre national, mais aussi on a mis en place des communautés de pratique COVID-19 en virtuel. Ces communautés de pratique étaient un réseau d'échange provincial pour faciliter la dispensation des services en temps de pandémie. Entre autres, comme je le disais, identifier les obstacles dans la mise en place des mesures sanitaires, mais aussi diffuser les offres de services porteuses, les bons coups, assurer une voie de communication en cohérence avec les directives ministérielles, puis préciser parfois ou clarifier les orientations
de la santé publique pour les équipes de proximité. Ça, c'est un exemple rapide là, de fiche qui a été rédigée par la santé publique à laquelle le Centre national a collaboré. Donc, une fiche spécifiquement dédiée aux équipes de proximité, où l'idée, c'était d'harmoniser les mesures de la santé publique aux équipes de proximité, comme par exemple le maintien des prises en charge, de réitérer le soutien aux familles et l'importance de la supervision clinique pour les intervenants. On a fait aussi des grilles de priorisation d'intervention selon les types de patients. Il y avait beaucoup de fiches. Nous sommes mis à la rédaction d'un guide d'accompagnement à la planification des services en santé mentale selon les niveaux d'alerte. Nous, on est allé par couleur. Puis, donc, tout ce système-là a eu quand même certaines limites, c'est-à-dire que c'était un fonctionnement à plusieurs paliers avec la santé publique, le ministère, le Centre national, les directions, ce qui augmentait vraiment les délais dans la diffusion des consignes sanitaires. Il y a eu aussi beaucoup de consignes sanitaires parce qu'il y a eu des consignes pour les équipes de proximité, mais il y avait des consignes pour les milieux hospitaliers. Donc, le Centre national s'est donné un peu le mandat de défricher tout ça puis de présenter aux cliniques de premier épisode les fiches qui étaient prioritaires pour eux. Ça a augmenté la cohérence de la dispensation des services. Puis, il y a plusieurs gestionnaires et médecins-chefs qui nous ont dit que c'est certain qu'il y a des moments où les organisations hospitalières avaient déjà pris des décisions pour l'organisation des soins. Et lorsqu'ils arrivaient en retard les fiches, mais au moins, ça les confirmait dans leur prise de décision. Pendant l'été, on a révisé ces fiches-là et ce guide-là pour finalement reprendre une partie de nos activités régulières, mais de manière différente. Donc, on a refait la formation qui était à la base de 2 jours en 6 fois 2h30 en visioconférence, où 70 jeunes professionnels ont été formés depuis octobre 2020. On a fait une journée de chef d'équipe aussi et de gestionnaire pour les programmes de premier épisode psychotique, où on a beaucoup parlé du soutien clinique aussi. L'ensemble il y avait des représentants de l'ensemble des cliniques de premier épisode psychotique. Au Québec, on parle d'une trentaine de cliniques. Et puis, on est presque à présenter notre formation pour les spécialistes famille au premier épisode psychotique. Nous voulions vous présenter aussi une initiative du comité de formation continue de l'ACPEP qui a dédié ses formations cette année à une programmation exclusive pour des webinaires pour des groupes en virtuel. Donc, il y a déjà 2 de ces présentations-là qui sont disponibles sur le site de l'Association québécoise dans la section membres. Le Centre national a développé aussi un projet de groupe multiclinique pour les petites cliniques de premier épisode psychotique. Donc, l'idée est d'offrir des groupes pour les patients dans les régions moins densément peuplées où l'offre de services n'était même pas disponible avant la pandémie pour des raisons comme des territoires très vastes. Là. Il y a certains patients qui ont 45 minutes à 1 heure de transport à faire, pas de transport en commun, la voiture, parce qu'il n'y en a pas de transport en commun, ou en lien avec des trop petites cohortes d'usagers. Donc, on est très content de ça. Donc, on se dirige tranquillement vers la conclusion. C'est certain qu'au Québec, il y a une mobilisation qui était déjà très importante entre les cliniques, qui s'est maintenue. Ça a permis une pluralité de formation, puis un type de support très vaste, des échanges riches aussi entre cliniciens et entre médecins. Puis, ça se confirme, il y a un sentiment d'appartenance très fort envers le modèle de premier épisode psychotique, l'ACPEP, mais aussi le Centre national. Puis là, j'ai mis un voilier d'outarde pour nos amis européens, mais à la base, je voulais mettre ça pour la mobilisation, mais je me suis dit que c'était peut-être parce qu'on avait plus envie d'aller à Lyon puis au Brésil, au congrès de l'IEPA. Mais bon. On pourrait conclure par une bonne nouvelle. La semaine dernière, le ministère de la Santé a annoncé un investissement de 10 millions supplémentaires pour les cliniques de premier épisode psychotique. On en est très contents. Il nous fera plaisir au Centre national d'accompagner les établissements dans la mise en place des prochaines cliniques de premier épisode psychotique. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Au plaisir de discuter avec vous dans l'échange. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui avaient été posées, notamment après l'intervention de M. Bonarel. Une question de Alain Domalin. Quel constat sur l'évolution des accompagnements aujourd'hui? Va-t-on vers un retour au fonctionnement pré-Covid ou évolue-t-on vers des soins à distance? Est-ce que tu peux y aller, Vincent? Vous m'entendez bien là? Oui. Donc depuis la fin du confinement, on a eu un dégel relativement progressif avec une reprise des consultations
en ambulatoire. Et actuellement, aujourd'hui, le mode de consultation principal sur toutes les nouvelles recommandations des autorités fédérales et cantonales, c'est du FUV, c'est de ne pas modifier nos activités. Donc, on a principalement repris des consultations ambulatoires en présentiel. Après, on constate du coup une meilleure fluidité. On a tendance à finalement à appeler un petit peu plus les patients. Enfin, en tout cas, au niveau médical, moi, ça m'arrive d'appeler un petit peu plus les patients ou de faire de temps en temps des téléconsultations de manière un petit peu plus flexible que ce que j'avais l'habitude de faire au moment avant le premier confinement où la consultation en présentiel était assez sacralisée, ce qui permet de donner plus de fluidité et je trouve que c'est assez intéressant. Après, pour les réseaux aussi, c'est-à-dire les travails en équipe, là vraiment on a majoré nos activités à distance via des téléconférences et ça permet de renforcer la communication dans de nombreuses situations. Merci. Vous avez parlé d'accompagnement jugé non nécessaire. Quels étaient-ils? L'expérience du premier confinement est-il venue modifier la définition des accompagnements nécessaires? Alors, c'est vrai que ce qui a été principalement arrêté, c'est les groupes, notamment, par exemple, il y a un groupe proche qui était programmé pile au moment du confinement, et très clairement là, il est programmé tous les 6 mois. On l'a repris et les familles nous ont clairement dit que c'était utile, que ça avait été un manque, qu'ils avaient attendu longtemps, qu'ils avaient besoin de ce temps de reconnaissance et de discussion. Donc ça, clairement, on l'a repris. Il y a au sein de la consultation de Chaudron, quasiment tous les groupes thérapeutiques ont été repris en moindre comité, mais ils ont été repris. Ça, c'est des activités qu'on avait jugées non nécessaires et qu'on a repris principalement. Voilà. Après, du fait de la majoration des consultations, c'est clairement des choses qu'on faisait pas autant, ne serait-ce que dans le contenu même. Les consultations téléphoniques pendant le confinement, elles se contentaient à un rôle d'information, à vérifier que l'état clinique du patient était stabilisé, et finalement un échange d'expériences aussi, de normalisation des affects. Aujourd'hui, on a pu reprendre évidemment l'ensemble des activités de réinsertion professionnelle, de formation, et ça, on le refait de manière très active avec l'ensemble des collaborateurs, des services sociaux, des écoles, des lycées, des universités. Et tout ça a repris. Donc, mais c'est aussi parce que le contexte global est quand même beaucoup plus en faveur d'une normalisation des soins comme ils étaient présents par le passé. Alors, pour vous, mais pour tous, des questions concernant les familles, notamment la gestion des visites des familles, les sorties des patients à l'extérieur pour aller prendre l'air lorsqu'ils étaient hospitalisés, et l'impact que la Covid-19 a eu sur le lien familial entre le patient et la famille. Est-ce que les patients se réfèrent plus ou pas à la famille pour du soutien? Si je peux me permettre, durant la première vague, je pense que tout le monde, on ne connaissait pas bien la COVID, puis je pense que naturellement, il y a plusieurs précautions qui ont été prises. C'est certain que nos collègues des organismes communautaires de famille ont beaucoup dénoncé avec raison le fait que pendant plusieurs semaines, les familles n'ont pas vu les patients hospitalisés. Ça a été très difficile. Dans les milieux externes, je peux dire qu'il y a certaines familles qui ont eu à supporter davantage les patients, les usagers. Ça a été parfois difficile, puis en tout cas, on a tenté au Québec d'éviter d'ajouter une surcharge aux proches pour lesquels la situation était déjà particulièrement difficile. C'était difficile pour tout le monde, mais peut-être davantage pour les familles. Donc, je ne saurais pas dire, on n'a pas quantifié présentement au Québec là, par rapport au changement dans l'implication des familles, mais c'est certain qu'on essaie de faire ça de manière concertée avec les cliniciens. Et une dernière question, parce qu'il nous reste 1 minute. Est-ce que vous constatez aussi une recrudescence des premiers contacts avec la psychiatrie à distance de cette première vague? Vincent, veux-tu répondre ou j'y vais? Alors nous, on a toujours le même nombre, grosso modo, de nouvelles demandes actuellement. On n'en a pas forcément plus, en tout cas au niveau des premiers épisodes psychotiques, mais on a eu une reprise
peut-être avec un léger effet rebond ou un effet retard, je dirais, de moindres patients qui ont été demandeurs pendant l'été, et puis après à la rentrée ça a repris. Mais c'est pas non plus exponentiel. Voilà. Nous, on surveille ça de proche au Québec, Lydie, pour conclure, parce qu'on pourrait croire dans certains milieux qu'il y a une augmentation. Je pense à l'Est de Montréal, où ils ont eu une augmentation incroyable. Puis, un dernier phénomène, les patients habituellement partent des campagnes pour venir en ville, mais il y a eu beaucoup de patients là, qui sont allés dans des petites régions moins densément peuplées. Très bien. Alors, il y a encore beaucoup de questions. Je propose que les présentateurs répondent dans le chat, et notamment les questions famille venaient du Québec et donc ils étaient intéressés pour entendre la France, la Suisse et l'Angleterre sur les sujets famille. Donc voilà, je vous invite à répondre dans le chat.